Normalement, parfait, l'enregistrement est parti. Salut à tous, mon nom c'est Victor Bonici. Moi, je suis administrateur et cofondateur de Transition Alimentaire Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire au cours duquel on va avoir droit à deux présentatrices qui vont aborder le sujet de la psychologie des choix alimentaires. Donc, on a Anne Everett qui va nous présenter les résultats de son essai sur la viande qui se trouve dans notre assiette, les questions éthiques et environnementales et comment provoquer une prise de conscience chez les consommateurs. Ensuite, on va avoir Amélie Loisel qui va nous présenter les conclusions de son article scientifique portant sur les croyances des adultes québécois sur la réduction de la consommation de viande rouge. Un petit mot sur la logistique. Pour ceux qui étaient présents au dernier webinaire, d'abord, bienvenue. Euh, on est très content de vous avoir parmi nous. Le format du webinaire aujourd'hui va être très similaire à celui qu'on a fait en décembre. Les deux présentatrices vont s'exprimer pendant autour de 15 à 20 minutes. Et après ça, il va y avoir une période d'échange à la fin de la deuxième présentation. Je vous invite à garder vos questions pour la fin. Vous pourrez les poser soit verbalement en utilisant la main levée, soit par écrit en utilisant l'option Q&A. Donc, avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Transition Alimentaire Québec pour qui c'est nouveau. Donc, je suis content d'avoir des nouveaux noms dans l'audience. Ça va nous permettre de spread the word. Transition Alimentaire Québec, c'est un nouvel organisme créé en 2023. C'est donné pour mission d'accélérer la transition juste et équitable vers un système agroalimentaire durable au Québec, avec comme objectif prioritaire de remplacer la moitié des produits animaux consommés des aliments végétaux d'ici 2030, tout en appuyant les initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire et adopter des pratiques agricoles plus respectueuses des écosystèmes. Donc, l'action de Transition alimentaire Québec se fonde sur le consensus scientifique en environnement et en santé, particulièrement le rapport de la Commission scientifique internationale Eat Lancet et aussi le Guide alimentaire canadien qui nous incite tous les deux à choisir des protéines végétales plus souvent. On espère, avec TATQ, mettre de l'avant dans l'espace public la nécessité de ce virage dans une perspective non culpabilisante, une perspective où chaque petit geste est encouragé et salué. Le mouvement québécois pour une alimentation plus végétale est actuellement assez fragmenté, avec quelques initiatives et rapports favorables ici et là par des groupes environnementaux, des instituts de recherche ou des regroupements de professionnels en santé. Mais le dialogue entre ces différentes initiatives est assez limité. Une de nos premières actions qu'on a faites, ça a été de préparer une lettre ouverte collective sur la nécessité d'un coup de pouce politique pour des assiettes plus vertes, qui a été publiée dans Le Devoir le 18 novembre dernier. On a ensuite organisé un webinaire dont certains présents aujourd'hui ont participé. Le webinaire abordait deux sujets, dont le premier était l'affichage environnemental comme solution efficace pour sensibiliser les consommateurs à faire des choix alimentaires éco-responsables. Et la deuxième partie du webinaire abordait les mythes et croyances sur la nutrition des aliments à base de plantes. Donc, sans plus tarder, on va passer aux présentations. J'ai le plaisir de vous présenter Anne Everett, qui est conseillère à la transition écologique auprès de Lab 22. Elle a réalisé son essai de maîtrise de l'UQAM en sciences de l'environnement sur les produits d'origine animale se retrouvant dans nos assiettes. Anne, la parole est maintenant à toi. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, Oui, ma présentation? on Donc, voit très avec bien. en gros, super, génial. Donc, merci, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'avoir été invitée aujourd'hui pour vous présenter le résultat de mon essai de maîtrise, dont le titre était Repenser l'animal de notre assiette. Avec les années, j'ai réalisé que le discours provocateur n'était pas nécessairement une bonne avenue. Je vais vous le présenter un petit peu plus loin. Donc, voilà, mais j'aime quand même mon titre. Allons-y. J'ai fait ma maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM que j'ai obtenue en 2021. Puis, depuis quelques années, bientôt trois, je suis conseillère à la transition socio-écologique au Lab 22. Dans ce poste-là, parfois, j'ai l'opportunité de donner des ateliers sur l'alimentation, qui est vraiment, je le dis à chacune de mes écoles que j'accompagne, qui est vraiment mon sujet d'adage. J'adore traiter de ces enjeux-là. Ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Je vous présente ma question de recherche avant de se plonger un petit peu plus dans le détail dans la section que je vous présente aujourd'hui. La question était,
Ça m'a pris un petit peu de temps à formuler, donc voici. Comment réussir à outrepasser les verrous rencontrés à la fois chez l'individu, dans la société et au sein des institutions afin d'inciter le plus grand nombre à réduire sa consommation de viande en Amérique du Nord. Vous remarquerez dans la question, j'ai pas ciblé seulement l'individu, mais vraiment aussi au niveau de la collectivité. Puis, tantôt, en préparant ma présentation, je réalisais que c'est d'autant plus pertinent à ce jour, encore une fois, de parler de ces enjeux-là, puisque lorsqu'on regarde les chiffres du baromètre de l'action climatique, on voit que parmi les gestes adoptés par les Québécois et les Québécoises pour limiter leur empreinte climatique, la diminution et la consommation de produits animaliers est le choix le moins populaire avec celui d'utiliser moins la voiture. Donc, c'est le choix le moins populaire, mais c'est parmi ceux qui ont le plus d'impact. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon essai en résumé. Donc, il se divise en 4 sections que vous voyez, mais aujourd'hui, on va juste s'attarder à la troisième section. Mais juste rapidement, j'ai d'abord abordé, parce que à la fin de la présentation, je vais vous montrer un code QR si vous voulez avoir l'intégralité de l'essai, si le sujet vous intéresse. Fait que juste pour vous donner envie. Donc, d'abord, j'ai traversé les conséquences environnementales, au niveau aussi de l'éthique et de la santé de notre consommation carnée. Ensuite, ma section préférée, c'est celle sur l'histoire de la viande, avec vraiment de quelle façon les mécaniques, les rouages capitalistes viennent s'imbriquer dans cette histoire-là. C'est très révélateur de lire ça. Puis ensuite, aujourd'hui, on va regarder les facteurs psychosociaux en étudiant 4 théories plus spécifiques. Et finalement, j'avais une analyse des solutions. Je vais vraiment passer très, très sommairement là-dessus aujourd'hui. Euh, je précise, c'est ça, je suis vraiment pas une spécialiste là, en psychologie environnementale, je ne suis pas psychologue, donc ça doit vraiment être, ben c'est ça, ça rapporte ce que j'ai étudié dans le cadre de ma maîtrise, mais je veux juste le préciser. Moi, j'ai une formation comme ingénieur et ensuite maîtrise en sciences de l'environnement. Donc, je veux juste recadrer ça pour vous aujourd'hui. D'abord, on va passer la théorie du comportement planifié. Ensuite, le modèle valeur-croyance-norme, le modèle par étape de changement de comportement autorégulé. Et finalement, on va couvrir la théorie du comportement interpersonnel. Donc, c'est juste pour vous situer un peu. Donc, débutons avec la théorie du comportement planifié de H. Zen de 1991. Donc, elle postule essentiellement que le comportement humain, pour être effectif, doit d'abord être décidé, planifié, d'où le nom de théorie du comportement planifié. Euh, Elle présume que le choix individuel est fait de façon raisonnée. Donc, on réfléchit qu'on a l'intention de le faire, donc qu'on le fait. L'intention, c'est la variable explicative derrière le comportement humain. Elle a un pouvoir, comme je l'ai dit, prédictif sur le comportement. Donc, plus un individu a l'intention d'agir, bien, plus les chances que le comportement s'effectue sont grandes. L'intention est elle-même, comme vous voyez sur la figure, là, j'ai été chercher celle de Wikipédia essentiellement parce qu'elle était déjà traduite. Là, dans mon essai, je les ai laissées en anglais. Vous voyez donc qu'il y a 3 facteurs tributaires de l'intention. Donc, d'abord, l'attitude qui représente le niveau auquel une personne évalue un comportement de façon favorable ou défavorable. Donc, souvent, il s'agit d'un jugement de valeur. Vous l'avez possiblement entendu comme moi souvent. Le tofu, c'est fade, c'est insipide, ça goûte rien, ça n'a pas l'air bon. Cette attitude-là, donc, d'une personne qui juge le tofu sans intérêt, fait en sorte qu'il n'y aura pas l'intention de goûter parce qu'il y a déjà des a priori. Ensuite, il y a la norme subjective qui correspond à la pression sociale, qui est ressentie pour induire ou non un comportement. Donc, c'est une forme de recherche d'assentiment par les pairs. Donc, dès qu'on est entouré de gens qui mangent la viande, bien, vu que c'est un comportement qui est bien vu, on va l'adopter. Puis finalement, un contrôle comportemental perçu. Fait que c'est la perception qu'ont les gens de l'aisance ou à l'inverse de la difficulté à performer un comportement. Donc, je peux penser ici à une personne qui est proche de moi, d'un certain âge, cuisine depuis des années d'une certaine façon. Ben, pour cette personne-là, ça peut être difficile. Elle ne se sent pas compétente pour cuisiner de nouvelles façons, fait que ça peut faire en sorte qu'elle ne change pas son comportement. Premier modèle. Par la suite, le modèle valeur-croyance-norme qui est de Stern, qui découle du modèle d'activation des normes, comme je l'ai expliqué là, donc en psychologie environnementale. J'ai vraiment pris l'adaptation de la chercheuse Anne-Sophie Deneau de l'Université Laval, qui a fait vraiment un papier très intéressant en 2023 en lien avec l'adoption de comportements pro-environnementaux chez les jeunes, parce que je trouvais qu'il était encore plus détaillé que le modèle auquel j'avais eu accès lors de ma maîtrise. Donc,
Il importe de comprendre que ce modèle-là accorde une place plus centrale aux valeurs et au sens des responsabilités, puis qu'il agit comme une séquence se mettant en place dans le cerveau des individus. Donc, quatre déterminants qui influencent la propension d'un individu à adopter un comportement pro-environnemental, à commencer par les valeurs. Donc, nos actions seraient guidées par nos valeurs, qui sont scindées en trois types. Donc, les biosphériques qui se rapportent à faire quelque chose pour l'environnement, altruiste, faire quelque chose pour autrui, puis égoïste, faire quelque chose pour soi. Donc, par exemple, au niveau de la consommation de viande, on pourrait décider d'en consommer moins, puisqu'il y a des conséquences environnementales en lien, par exemple, avec le changement d'utilisation des terres pour cultiver de soya qui va nourrir le bovin, par exemple. Altruisme, ben, ça pourrait être parce que on trouve que les conditions des gens qui travaillent dans les abattoirs sont pas bonnes. Là, je donne des exemples qui me viennent, mais en lien avec la viande. Puis égoïsme, ben, ça pourrait être une personne qui trouve que c'est pas bon pour sa santé ou c'est cher. Donc, le choix d'être cher, ça va avoir les mêmes retombées, mais ce ne sera pas le même parcours. Puis, ben, sans grande surprise, plus on tend vers les deux premières valeurs, ben, plus on va avoir une propension à adopter des comportements pro-environnementaux. Parce qu'on va rentrer là, dans la sphère des croyances, on va être plus enclin à reconnaître le rôle que joue l'humain sur la crise socio-écologique, à vouloir nous mobiliser et à nous sentir compétents pour le faire. Donc, c'est ça. Puis donc, les croyances, c'est la deuxième sphère, donc les deuxièmes déterminants pour l'adoption de comportements pro-environnementaux. Puis en dernier lieu, les croyances relatives à la problématique ou à notre responsabilité influenceraient à leur tour la norme personnelle. Donc ça vient vraiment, il y en a des gens qui l'ont plus que d'autres, donc ça dépend vraiment des valeurs, des croyances en haut. Ben c'est le sentiment personnel d'obligation morale d'agir. Fait que quand on sait que c'est pas bon, ben on se sent redevable d'effectuer en fait le comportement. Donc voilà, ces dernières nous conduiraient ensuite vers l'adoption de certains comportements plutôt que d'autres. Puis là, il y a différents types là, d'engagement qui peuvent en découler. Que là, je vous dis, c'est vraiment un survol rapide des modèles pour vous mettre un petit peu dans le bain de la psychologie environnementale. Puis j'ai d'ailleurs oublié de mentionner dès le départ, le but de mon essai à la base, c'était oui, de convaincre les gens, mais je voulais bien comprendre ce qui faisait en sorte que les gens ne changeaient pas parce que pour moi, c'était très difficile de comprendre pourquoi les gens sont si accrochés à la consommation de viande alors que pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai voulu vraiment décortiquer la psychologie pour, après ça, m'appuyer sur cette psychologie-là pour proposer des solutions conséquentes et cohérentes. Donc, j'y viendrai tantôt. Je viens de penser que j'avais oublié de dire ça. Donc, troisième modèle, par étape de changement de comportement autorégulier de Bamberg. Donc, ce modèle-là soutient que le changement de comportement se déroule en quatre étapes et se base notamment sur le premier modèle que je vous ai présenté aujourd'hui. Puis, il arrive qu'un individu va rester stagné à une des étapes. Donc, ou va aller à une étape, il va rechuter vers les premières. Donc, c'est pas permanent comme état. Donc, d'abord, la phase pré-contemplative, c'est durant celle-ci que l'individu prend conscience des conséquences rattachées à son comportement, que ce soit par les médias, par son entourage, bref, prend conscience de ce qu'il fait de pas correct, que je disais entre guillemets. Ensuite, il comprend les raisons pour lesquelles il devrait modifier ses habitudes, ses comportements. Puis, ben, il va éventuellement développer un sentiment de responsabilité face à ses actions, ce qui peut éveiller certaines émotions négatives et peut-être le faire bouger vers la seconde phase, qui est la phase de contemplation. L'individu est conscient qu'il doit changer son comportement, comprend les responsabilités qui lui sont inhérentes, il est rendu à mesurer les conséquences positives, négatives que son changement de comportement va avoir d'un point de vue personnel. Puis, il évalue aussi les difficultés perçues là, à réaliser le comportement, un peu comme on voyait un petit peu plus tôt. Plus il y a une attitude positive et un sentiment de compétence aiguë, ben, plus il va être en même de poursuivre donc, le cheminement dans les étapes. Puis éventuellement, il va développer une intention du comportement, ce qui n'est pas sans rappeler donc, le modèle d'Ashzen qu'on a vu en premier. Dès que l'intention comportementale est déployée, ben là, on va arriver à la phase de préparation de l'action. L'individu va donc développer son plan d'action interne. C'est drôle, je développe des plans d'action avec les écoles, mais là, c'est un plan d'action dans la tête donc de l'individu. Puis il va essayer de déployer ça pour atteindre son objectif. Il va réfléchir à ses actions, détails du comportement effectué. Puis il y a une intention de mise en œuvre qui va être formée. Puis là, le nouveau comportement va être introduit. Donc, on voit le cheminement, là, vraiment par étapes, là, les différentes intentions qui se forment avant l'adoption de le nouveau comportement.
L'étape finale, c'est du changement, c'est la phase de maintien. Puis là, le risque de rechute est quand même fort parce que avant que ça devienne une habitude, ben, il faut que l'individu pratique le comportement beaucoup de fois, l'introduise dans sa routine. Il peut avoir des aléas dans son mode de vie qui font en sorte qu'il va rechuter, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir. Donc, ça peut prendre plusieurs tentatives. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ça passe quand même vite. Ensuite, on a le comportement, la théorie du comportement interpersonnel qui a été développée par Triandis, mais moi, j'ai pris plus sur l'adaptation de Salonen et N à travers mon essai. Donc, eux, ce qu'ils ont en fait déduit, c'est que tous les modèles précédents introduisent, par exemple, c'est ça, là, les croyances, les attitudes, etc., l'influence aussi des pairs, ce qui est aussi le cas ici. Mais eux se sont rendus compte que les habitudes n'étaient pas mises de l'avant, bien qu'elles fassent partie intégrante de nos comportements alimentaires. Comme je vous ai dit, moi, dans mon expérience personnelle, je remarque que c'est beaucoup ça aussi qui freine les gens. Surtout là, au niveau de l'adoption de nouveaux comportements alimentaires. Donc, cette théorie-là soutient que le comportement découle de l'intention, mais aussi de la routine, donc des habitudes, puis que les habitudes sont hors du champ de la conscience, donc que l'individu ne réfléchirait pas vraiment avant d'agir, contrairement à quand on a plutôt une intention. Ils ont mené une étude auprès de 210 étudiants finlandais dans le but d'étudier leur comportement alimentaire vers l'adoption d'un régime végétarien en utilisant ce modèle-là. Puis, ils se sont rendus compte que les deux verrous rencontrés par les jeunes dans leur évolution vers un régime végétarien étaient les groupes sociaux, donc vraiment l'influence des pairs, ce que les autres pensent d'eux, et aussi les habitudes. Donc, plus on a des habitudes ancrées, ben moins va être forte généralement l'intention. Donc, le modèle prévoit une relation inverse entre l'intention et les habitudes. Donc, plus on a des habitudes tenaces, ben moins on va être enclin à changer le comportement. Puis, ben, c'est pas mal ça. À l'inverse, lorsqu'un comportement n'est pas une habitude, voilà, ça va influencer davantage le comportement. Donc, c'est juste quelque chose qui vient vraiment s'ajouter au modèle précédent. Donc, il y en existe beaucoup plus. Il y a une pluralité de modèles. Moi, c'est ceux qui revenaient le plus souvent dans mes lectures, donc j'ai choisi de mettre de l'avant. Il y a aussi d'autres types de facteurs qui entrent en ligne de compte au niveau de l'adoption de nouvelles pratiques en alimentation. Facteurs socio-culturels, donc on peut penser à la religion, les normes sociales, les relations interpersonnelles, l'identité sociale, le mode de vie, le genre, l'âge, le niveau d'éducation. Dans beaucoup d'études, bon, on constate que c'est souvent les femmes qui vont adopter un régime végétarien, cela étant là, qui peut vraiment être tributaire de bien d'autres jugement de valeur. Puis ensuite, facteurs externes, influence institutionnelle, économique, politique, l'environnement alimentaire aussi, qui est vraiment comme les conditions. Tu sais, par exemple, quand on va dans l'épicerie, ben, l'allée des viandes est plutôt grande par rapport à l'allée des produits végétaux, ce qui peut être un frein à l'adoption de nouveaux comportements. Puis, je l'ai mis dans un secteur externe, là, mais le plaisir gustatif, on en parle peu dans les modèles, mais ça entre définitivement en ligne de compte. Puis comme je vous dis là, c'est un mince survol, donc en regard au temps que j'ai. Donc, mais tout ça est davantage explicité au sein de mon essai. Puis je voulais surtout arriver à cette diapositive-là. Je l'ai faite ce matin. J'avais travaillé sur ma présentation durant la fin de semaine, mais je trouve que c'est vraiment là que se déploient les modèles comportementaux. Je les ai pas détaillés de quelle façon ils viennent s'insérer dans chacune des solutions. Mais sachez que toute ma dernière section d'essai est orientée sur ça, donc les solutions. D'abord, la diffusion de savoir pour comprendre la chaîne causale, parce qu'il y a beaucoup de gens, puis encore là, ça ressort là, dans le baromètre de l'action climatique, la littératie au niveau des enjeux environnementaux n'est pas élevée chez la majorité des gens, ce qui fait que ben, parfois, on ne comprend pas le lien. C'est arrivé là, que, par exemple, moi, dans les écoles, les jeunes ne comprennent pas le lien entre l'alimentation et l'environnement toujours. Tu sais, puis des fois, comme environnementaliste, on prend pour acquis que oui, mais non. Donc, ça, c'est bien important comme solution. Générer des émotions positives, donc la culpabilité, ça fonctionne pas super bien. Puis quand on essaie l'aspect de provocation, ce que j'ai souvent fait par le passé, ça fonctionne pas super bien non plus. Des fois, ça peut attirer l'attention vers ça, mais ça engendre pas là, une motivation pérenne à changer ses habitudes. Modifier son message en fonction des groupes de la population, c'était aussi parmi les scientifiques une des solutions nommées. Donc, parce que, ben,
le message ne sera pas le même auprès d'un groupe de jeunes joueurs de football, par exemple, pour intégrer les protéines végétales par rapport à un jeune groupe de filles, je sais pas, là, j'ai pas d'autres exemples, mais vous comprenez un petit peu là, des fois. Fait que c'est vraiment la vision qui change. Implanter une étiquette sur l'empreinte environnementale des produits, donc pour faire écho à mon collègue Victor. Donc, effectivement, c'était ressorti. Mais c'était, en tout cas, les conclusions étaient très intéressantes. Puis moi, définitivement, je crois que c'est une bonne avenue. Puis faire découvrir la cuisine végétale, comme je vous ai dit, les habitudes, c'est ancré fortement. Puis c'est pas juste en disant manger de la viande, c'est pas bon pour l'environnement. Ben, que ça montre aux gens comment faire. Donc, des fois, il faut un petit peu plus prendre par la main. Sinon, changement de normes sociales, donc, parce que le paradigme dominant, c'est la consommation de viande partout. Tu sais, le discours carné est partout, omniprésent dans nos sociétés. Donc, il disait donner la parole aux leaders d'opinion, fait que des gens qui pratiquent, par exemple, le végétalisme ou végétarisme pour montrer ce que c'est puis que c'est bon. Modifier le discours dominant, j'allais dire, changer l'environnement alimentaire, comme on le précisait, par exemple, quand on arrive à l'épicerie ou que les menus par défaut au restaurant seraient tous les végés, puis que ceux à la viande, ce serait comme les exceptions. Il y a la technique du nudging, là, qui est le coup de coude. Je vous dis, là, je ferai un survol très rapide. Donc, le nudging, c'est comme la carte d'assurance maladie. Quand en arrière, il faut que tu coches pour pouvoir donner tes organes, ben, le nudging, c'est l'inverse. Fait qu'il faudrait que tu coches pour ne pas les donner. Fait que, bref, c'est comme des petits coups de coude que l'État peut faire pour nous aider. Puis, restructuration politique et économique. Comme je vous dis, dans l'essai, c'est bien expliqué le lien avec les modèles que je vous ai expliqués sommairement, plutôt. Sinon, ben, je vous remercie énormément pour votre écoute aujourd'hui. C'est un honneur de présenter mon essai. Je m'étais dit que j'allais vraiment le mettre de l'avant après ma rédaction, mais j'étais un petit peu trop tannée. Fait que là, c'était vraiment une belle occasion de le faire. Je remercie toute l'équipe de Transition Alimentaire Québec, dont j'estime beaucoup la mission. Puis, si le sujet vous intéresse, ben, je vous invite à scanner le code QR et à m'envoyer votre courriel. L'UQAM est encore en démarche pour mettre les essais sur le site, mais j'ai la version PDF que je vous transmettrai avec plaisir. Puis un gros merci pour ben, mon entourage qui s'est inscrit. Merci à tout le monde, mais je suis très touchée vraiment par votre présence. Merci beaucoup, Anne, pour la présentation. Sérieusement, c'était super. Puis je fais quoi à ce que tu disais là, à la fin de ma rédaction d'essai, moi aussi, j'étais vraiment saturé du sujet. Tu as besoin de prendre un petit break. En tout cas, ben, merci beaucoup. Puis pour ceux qui se sont joints pendant la présentation d'Anne, au début du webinaire, j'avais invité tout le monde à commenter dans le Q&A. Si c'est votre pause de dîner, à commenter ce que vous mangez. Ça pourrait nous donner tous des idées de recettes. Comme on dit, c'est important de partager des recettes végétales. Donc, je vais passer maintenant on va passer à la deuxième présentation du jour. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Amélie Loisel, qui est nutritionniste et doctorante en communication publique. Elle a publié un article dans le journal Appetite sur les croyances des Québécois adultes sur la réduction de la consommation de viande rouge. Donc, Amélie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Victor. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Absolument. Oui, parfait. Victor m'a super bien présenté. Ça me fait plaisir d'être ici. Je m'appelle Amélie Loisel. Puis aujourd'hui, comme Victor dit, oui, je vais présenter les résultats d'une étude qu'on a publiée cet automne par rapport aux croyances de la population québécoise en lien avec l'idée de manger moins de viande rouge. Mais je vais aussi vous présenter juste deux petits résultats là, qu'on a eu un petit peu plus récemment parce que je pense que ça peut en intéresser plusieurs d'entre vous. À noter qu'il y a plusieurs de mes slides que je réutilise de congrès, fait que si ça vous dit quelque chose, c'est possible. Donc, juste pour se remettre en contexte là, rapidement, on sait qu'une consommation élevée de viande rouge et transformée est associée à différents enjeux. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt, mais des enjeux de santé, des enjeux environnementaux. Et ça a amené, bon, des organisations comme le Eat Lancet mentionné tout à l'heure, le guide alimentaire, à recommander de consommer la viande rouge avec modération et de miser davantage sur une alimentation qui est plus riche en végétaux. Je passe rapidement parce qu'on a fait un petit topo tantôt quand même, mais je voulais juste qu'on soit peut-être sur la même base sur c'est quoi une alimentation riche en végétaux. Donc, si on voit le guide alimentaire canadien ici à notre gauche, bien, on a la moitié de l'assiette qui est des fruits et légumes, le quart qui est des grains entiers. Donc, jusque-là, ça part bien au niveau des végétaux. Puis ici, le corps, on a les aliments protéinés et on voit que le guide met en valeur plusieurs exemples de protéines végétales. Donc, noix, graines, produits de soya comme le tofu et légumineuses, par exemple.
et qui fait une petite place à la viande rouge. Donc, pour qu'on se mette sur la même base, c'est quoi la viande rouge? Donc, c'est de la viande issue du bœuf, veau, porc, bon, toutes sortes d'animaux, mais également ces versions transformées, comme les saucisses, les charcuteries, etc. Donc, la question que nous, on se pose, je vous rappelle que bon, je suis nutritionniste puis en communication publique au doctorat, c'est OK, on sait que l'alimentation axée sur les végétaux, c'est important, mais comment on promouvoit ça de manière efficace? C'est ça vraiment la question qui tue. Donc, en communication, on sait que la première étape du développement de communication efficace, c'est l'étude de son public cible et notamment de ses perceptions. Donc, on veut vraiment comprendre à qui on s'adresse, c'est quoi qu'ils pensent. Par exemple, c'est quoi les avantages qu'ils verraient à manger moins de viande rouge? C'est quoi les barrières? Donc, c'est quoi qui les freine à le faire? On veut vraiment comprendre ça dans le détail. Et donc, ça nous a amené à une première étude que je vous présente aujourd'hui, dont l'objectif, c'était d'identifier les croyances d'adultes québécois en lien avec l'idée de manger moins de viande. Donc, je vais passer rapidement sur la méthodologie, mais juste pour que ça fasse plus de sens, on est dans une étude exploratoire. Donc, on a administré des questionnaires, c'était des questions ouvertes pour en savoir plus sur les croyances. C'était basé sur la théorie du comportement planifié, donc ça fait un petit lien avec ce que Anne nous a présenté tout à l'heure. Et on s'est ramassé avec un échantillon de 53 personnes de 18 à 65 ans qui étaient des consommateurs de viande rouge. Donc, étude dirigée par le professeur Ariane Bélanger-Gravel. Et ici, plus précisément, quand je vous parle de croyances, si on refait un peu le lien avec la théorie du comportement planifié, on a posé des questions sur, bon, c'est quoi les avantages qu'ils voient, les désavantages de manger moins de viande rouge, les barrières, les facilitants, et c'est qui les personnes dans l'entourage qui approuveraient ce comportement-là de manger moins de viande rouge ou qui le désapprouveraient. Ultimement, ce qu'on a voulu faire, c'est d'identifier les croyances qui étaient les plus fréquemment mentionnées. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, bon, si on se concentre premièrement sur les avantages perçus, donc c'est quoi les avantages que les gens voyaient ou mentionnaient à manger moins de viande rouge? Bien, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de bon pour l'environnement et le fait d'économiser de l'argent. Donc, beaucoup de mentions sur ces deux sujets-là. Et aussi des mentions sur la santé, donc bon pour la santé de manière générale ou en prévention de maladies plus spécifiques. Pour ce qui est des désavantages perçus, c'est sans grande surprise que je vous annonce que le plaisir, la diminution du plaisir de manger a été mentionné assez souvent. On sait que, tu sais, les gens peuvent aimer manger la viande rouge, là, les barbecues, tout ça. Fait que c'est sûr que l'idée d'en manger moins, ça peut générer une diminution du plaisir, on va dire. Il y a aussi eu beaucoup de mentions par rapport à une perte en nutriments. Donc, les gens faisaient souvent référence à l'idée de ah, peut-être j'aurais moins de protéines, moins de fer. Donc, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Et un désavantage au niveau de l'adaptation. Donc, ça veut dire référence au changement d'habitude. Donc, tu sais, quand on demande de manger moins de viande rouge, bien, ça veut dire, bon, il va falloir que je trouve des alternatives, ça va falloir que je trouve des recettes peut-être, tu sais, puis que je m'habitue à des nouveaux goûts. Donc, tout cet effort-là, si on veut, de s'adapter, les gens nous en ont parlé aussi. Ensuite, pour ce qui est des personnes qui approuveraient autour des répondants, le fait de manger moins de viande rouge, ben, on a eu beaucoup de mentions concernant la famille, ensuite les amis et le partenaire amoureux. Alors que quand on s'intéresse à la désapprobation, donc qui approuverait pas de manger moins de viande rouge, là, les amis ont été évacués plus de la question et on s'est ramassé plus avec famille et partenaire amoureux. Ensuite, pour ce qui est des barrières, donc ça, c'est qu'est-ce qui vous empêcherait de mettre en pratique le fait de manger moins de viande rouge? Bien là, encore une fois, on nous a parlé de, bon, mes préférences alimentaires, le fait d'avoir envie de manger de la viande, c'est comme les cravings, si je peux me permettre le mot, ce genre de choses-là, c'est apparu. L'influence sociale, ça, c'était en lien, par exemple, à des événements. Les gens disaient, bon, ben là, si je vais à des événements, peut-être que j'ai pas trop le choix sur ce que je peux manger, ça peut représenter un frein. Pareil, quand ils sont invités chez des amis, chez de la famille, là, des fois, je sais pas trop ce que je vais manger.
mais également les personnes proches d'eux. Donc, il y en a qui ont parlé de la famille ou le partenaire qui n'était pas trop on board, si je peux me permettre le mot anglais, là, avec l'idée de manger moins de viande rouge. Ensuite, on parle de préoccupations liées à la santé. Donc là, encore une fois, la peur de manquer de nutriments revenait pour certaines personnes. On a eu une mention d'une personne qui disait avoir plus froid quand on mangeait moins de viande rouge. Donc, c'est ce genre de préoccupation-là. Et finalement, bon, carrément un manque d'intérêt ou de motivation. Il y en a qui disaient juste, ben, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et un manque de temps. Pour ce qui est des facilitants perçus, donc à l'inverse, qu'est-ce qui aiderait à manger moins de viande rouge? Les gens nous ont parlé du fait de connaître des alternatives. Donc ça veut dire, par exemple, connaître des ingrédients pour remplacer la viande, connaître des recettes aussi. Ça, c'est vraiment aidant. Sinon, le coût élevé de la viande, ça en est un aussi. On sait qu'en ce moment, là, des fois, à l'épicerie, ça coûte cher. Mais reste que le prix élevé de la viande, ça aide certaines personnes à moins en acheter parce qu'ils essaient juste de faire une épicerie peut-être un petit peu plus raisonnable au niveau économique. Pour ce qui est des alternatives attrayantes, bien là, c'est le fait d'avoir des alternatives qui sont bonnes au goût, par exemple, de disponibles, ou si les alternatives étaient plus attrayantes, ça pourrait aider aussi. Donc, ça dépend comment on veut le prendre. Même chose pour les alternatives économiques, autant que certains peuvent reconnaître qu'il existe des alternatives économiques, autant que si les alternatives étaient jugées plus économiques, ça pourrait aider. Et finalement, des motivations liées à la santé. Bien, les gens, par exemple, qui veulent améliorer leur santé de manière générale ou qui ont une condition de santé qui attribue au fait de manger trop de viande rouge, bien là, ça peut les aider, veut pas, envers le changement. Donc, cette première étude, qu'est-ce que ça nous dit de manière générale? Bien, c'est sûr que je vous invite à aller lire l'article au complet, la discussion, si vous voulez des détails sur tous les petits points, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques petites affaires que je trouvais particulièrement intéressantes. Premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les préoccupations de santé, ça se ramasse autant dans les avantages et les facilitants de l'idée de réduire, bien, de manger moins de viande rouge, mais aussi dans les inconvénients et les barrières. Donc, les gens qui nous parlent de la peur de manquer de nutriments, la peur de manquer de fer et de protéines. Donc, ça lève un peu un drapeau au niveau communicationnel parce que si on y va avec une stratégie, OK, manger moins de viande rouge, c'est bon pour la santé, bien, ça se peut que ça ne résonne pas chez les gens qui ont des craintes. Il y en a qui pourraient se dire, ah ouais, OK, c'est bon pour la santé, mais moi, dans ma situation, ça se peut que je manque de fer, ça se peut que je manque de protéines, donc peut-être que ça ne s'adresse pas à moi. Donc, d'adresser ça, ça peut être une bonne idée, tu sais, justement en parlant tantôt d'alternatives qui remplacent bien la viande au niveau du fer ou des protéines, tu sais, c'est le genre de choses là, qu'on peut mettre de l'avant pour adresser ce besoin-là que certaines personnes ont. Sinon, en termes d'éthique animale, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est sûr qu'on parle de beaucoup de choses, mais j'en ai pas parlé d'éthique animale du tout dans les résultats, puis on a trouvé ça intéressant. C'est pas qu'il y a personne qui a mentionné l'éthique animale, c'est que ça n'a pas été assez fréquemment mentionné, disons, pour faire partie de notre palmarès. Mais ça soulève la question, est-ce que l'éthique animale, c'est le meilleur argument chez monsieur, madame, tout le monde? Ça soulève la question parce qu'on a exclu les gens qui ne mangeaient pas, de viande, c'est-à-dire les végétariens. On sait dans la littérature que les végétariens, des fois, l'éthique animale, ça peut être une motivation plus forte chez eux. Mais est-ce que c'est vrai chez monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas végétarien? Donc, en tout cas, ça serait à élucider peut-être ou à réfléchir. Puis sinon, bien, certaines croyances qu'on a identifiées, c'est sûr qu'au niveau communication, ça peut servir de cible potentielle là, dans l'élaboration de communication. Donc, par exemple, on parlait d'économie d'argent comme un avantage et facilitant, mais potentiellement, chez certaines personnes, ça pourrait résonner si on mettait ça de l'avant. Donc, bref, il faut garder en tête que ça, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des résultats exploratoires qui nous aident à creuser la question. On se rappelle qu'on avait un petit échantillon, donc je parlais de 53 personnes. Ce n'était pas un échantillon représentatif de la population québécoise. Donc, on avait plus de femmes, plus d'universitaires, donc voilà. Mais ça met quand même la base, c'est pour comprendre un petit peu plus les croyances dans la population québécoise, puis éventuellement pour une étude peut-être de plus grande envergure et représentative.
Donc, justement, parlant d'études de plus d'envergure et représentatives, il s'avère qu'on est là-dedans en ce moment. Donc, on a fait une étude dirigée par Ariane Bélanger-Gravel et Sophie Desroches, et qui sont ma directrice de thèse et co-directrice de thèse. Et on s'est intéressé aux perceptions, motivations et besoins, tout ça, de la population québécoise sur les thématiques de la viande rouge, mais également des protéines végétales. Et là, on est en train, on n'a rien de publié dans des revues à ce sujet-là, on est encore dans des analyses, mais voilà, on est là-dedans. Donc, juste pour vous dire un petit peu rapidement la méthodologie de cette étude-là, on est encore par questionnaire. C'est basé sur le modèle Combi, ça peut résonner avec certaines personnes. C'est un modèle intégrateur du comportement humain, un modèle super intéressant si ça vous tente d'aller regarder. On est avec un échantillon de 501, donc beaucoup plus grand, via le panel web d'une firme de sondage, un échantillon aléatoire. Et ce que je vous présente, les deux petits résultats, c'est des analyses descriptives, mais qui ont été pondérées en fonction de différentes caractéristiques comme le genre, l'âge. Fait que là, on est avec quelque chose qui a plus de potentiel là, au niveau représentativité, comme on dit, de la population. Donc, premier petit résultat que je me disais que peut-être vous alliez trouver intéressant, c'est la fréquence de consommation. Donc, à quelle fréquence les gens mangent de la viande rouge au Québec, on va dire. Donc, on voit que, bon, on a posé la question à quelle fréquence mangez-vous la viande rouge? On a 3 fois par jour ou plus, 2 fois par jour, etc. On voit qu'on a un 56% qui mange de la viande rouge moins de 3 fois par semaine, ou qui rapporte en manger moins de 3 fois par semaine. Si on se met dans le contexte que la Société canadienne du cancer recommande de manger max 3 portions par semaine, bien là, c'est comme encourageant. Ceci dit, gardez en tête qu'on est avec des fréquences de consommation. Fait que si les gens mangent 3 gros steaks, là, tu sais, ça rentre comme 3 fois par semaine, mais tu sais, par rapport à la Société canadienne du cancer, il y a aussi comme le poids ou si on veut la portion qui compte. Là, fait que c'est pas parfait les fréquences de consommation, mais quand même, ça donne une idée générale. Mais on a quand même un gros 44% qui en mange plus de 3 fois par semaine. Pour ce qui est de l'intention, donc on a demandé aux gens, au cours du prochain mois, avez-vous l'intention de... Bien, j'ai l'intention de réduire ma consommation de viande rouge, ils devaient indiquer leur niveau d'accord. Donc là, est-ce que les gens ont l'intention de réduire leur consommation de viande rouge? Pas vraiment. Mettons, pas vraiment. On a un 45% qui n'ont pas une forte intention. On a un 31% qui est comme ni en accord, ni en désaccord, c'est pas clair. Puis on a un 25% qui ont l'intention de le faire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Là, j'ai juste présenté 2 petits résultats, là, mais quand même, on va en discuter un petit peu. Bien, il y a beaucoup de gens qui consomment de la viande rouge plus de 3 fois par semaine. Donc, si on est un peu optimiste, on peut le voir comme c'est une opportunité d'encourager le changement. Donc, on a de la job à faire. On a une intention de manger moins de viande rouge qui est assez basse. On a beaucoup de gens là, qui n'ont pas une forte intention de le faire. Donc, nous, de notre côté, au niveau de la recherche, on veut continuer des analyses, savoir pourquoi. Parce que est-ce que c'est des gens qui en mangent déjà peu et qui n'ont pas l'intention de réduire encore plus? Ou ces gens-là, c'est des gens qui en mangent beaucoup et qui sont, par exemple, très attachés à leur viande, fait qu'ils n'ont pas vraiment envie de changer. Donc, juste démystifier ces petites affaires-là avec des analyses, ça va permettre d'avoir un portrait plus parlant, si on veut. Mais reste que pour nous, au niveau communicationnel, une intention basse, c'est une opportunité, parce que des fois, une intention basse, il faut le voir comme les gens n'ont même pas l'intention de le faire. Fait que ça veut dire qu'ils voient peut-être même pas l'intérêt de le faire. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là qu'on peut faire au niveau des persuadés de l'avantage, tu sais, qu'est-ce qu'ils pourraient gagner à faire ce changement-là. C'est un autre portrait que si on avait des gens qui ont super l'intention de le faire, mais qui ne le font pas. Là, des fois, dans cette situation-là, c'est peut-être des barrières environnementales, peut-être toutes sortes de barrières qui apparaissent. Là, on n'est pas là, on n'a même pas l'intention. Au niveau communicationnel, on y voit une opportunité. Puis sinon, au niveau des répondants neutres, si je reviens ici, on voit qu'on a un 31% là, qui est neutre.
on peut se demander, est-ce que ces gens-là sont indifférents à la question, n'ont pas trop réfléchi à ça? Est-ce qu'ils sont ambivalents, peut-être? Puis ça, l'ambivalence, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant, mais qui se disent, comme on disait tantôt, ah, mais non, je vais manquer de fer si je le fais. Donc, si on vient jouer sur cette croyance-là pour montrer que, ben non, c'est possible de manger moins de viande rouge puis pas manquer de fer, parfois l'ambivalence peut pencher de l'autre bord, c'est-à-dire du côté positif, on va dire, l'idée de manger moins de viande rouge. Donc, à suivre aussi à ce niveau-là. Je voulais terminer la présentation d'aujourd'hui avec une réflexion finale que j'ai en ce moment, en fait, dans le cadre de ma thèse, puis que Anne a touché un petit peu tantôt, puis que je trouve super intéressant. Si on revient sur notre question de départ de tantôt, tu sais, la question de départ qu'on se posait, c'est bon, comment promouvoir une alimentation axée sur les végétaux de manière efficace? Et là, on peut le voir d'un côté comme on peut promouvoir de manger moins de viande rouge. On peut aussi promouvoir de manger plus de protéines végétales. Et là, en regardant ça, bien, on a des raisons théoriques de penser que promouvoir plus de protéines végétales, ce serait peut-être une avenue, on va dire, intéressante dans cette question-là, parce que ce serait une avenue qui est plus positive. Donc, pour un comportement alimentaire comme ce cas-ci, peut-être que les gens répondraient mieux, moins de risques d'engendrer des réactions négatives aussi, moins de possibilités de stigmatisation. Donc, on le voit positif. Si je mets aussi mon chapeau de nutritionniste, bien, c'est sûr que quand on parle de réduire un aliment, on ne devrait pas manger tel aliment, tu sais, si on est tout le temps dans ce discours-là, bien là, il y a une possibilité de démoniser, on va dire, cet aliment-là. Et pour certaines personnes, le fait d'avoir des interdits alimentaires, ça peut leur donner plus envie d'autre chose que de manger cet aliment-là. Donc, au niveau comportement alimentaire, ça peut poser aussi certains risques, on va dire, mais reste que il y a plus de recherche qui est nécessaire à ce sujet-là, certainement. On est là-dedans en ce moment. Il n'y a pas tant d'études qui sont faites en communication sur le sujet. Et ceci dit, je tiens à dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement parler des effets de la viande rouge. Des fois, comme Anne a touché tantôt, d'être au courant des qu'est-ce que ça fait manger trop de viande rouge sur l'environnement, sur la santé, sur différents enjeux. Ça augmente les connaissances sur le sujet, puis ça peut être une bonne idée, là. Mais c'est juste de prendre en compte tous ces aspects-là quand on développe une stratégie de communication. Reste que ça a l'air simple des fois, mais ça ne l'est pas tant que ça. Fait que c'est ça mon message sur ça. Donc, les petites références. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour l'invitation à ce webinaire. C'était le fun. Si vous voulez rester à l'affût de nos projets, je vous invite à connecter avec moi sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir. Je vous laisse aussi mon adresse ULaval. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir. Puis on a aussi une petite page Facebook dirigée par professeur Ariane Bélanger-Gravel, qui, je me répète, mais c'est ma directrice de thèse. Sur laquelle on va garder à jour les travaux que je vous parle aujourd'hui, mais également d'autres travaux en lien avec la communication et la santé. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller suivre cette page-là. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Mélie. C'est une super bonne présentation pour de vrai. Puis moi, j'ai noté quelques affaires dans ma tête que justement j'aimerais te poser comme question. Mais d'abord, j'inviterais à tout le monde qui participe en ce moment au webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. On a deux moyens de le faire. Donc, soit vous levez la main et je vous donne le droit de parole, ou vous allez dans la section Q&A et vous pouvez écrire vos questions, puis on va les répondre en direct avec vous. Donc, je- j'ouvre la période de discussion. Si vous êtes un peu gêné, je peux commencer par une question de mon côté. J'aurais une question, par exemple, pour Amélie. Donc, moi, ce que j'avais trouvé super intéressant dans le paper, c'est que il y avait, tu sais, quand tu parlais justement qui dans ton cercle social va justement t'encourager ou te décourager à adopter des habitudes de consommation moins de viande rouge. Je trouvais ça drôle que la famille était à la fois celui le plus propice à t'encourager et en même temps le plus propice à te décourager. Comment tu expliques ce résultat?
Ben, en fait, c'est que la question, on leur demande des gens, quelle personne ou groupe de personnes important pour vous? Fait que c'est sûr que important pour nous, le partenaire amoureux, les amis proches, la famille, ça fait du sens que ça ressort. Mais reste que ça aurait pu être plus éloigné, ça aurait pu être, je sais pas moi, des gens qu'on suit sur Internet, mais non, ça n'a pas sorti. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, il y a une redondance dans désapprobation et approbation, mais influence sociale sort juste dans les barrières. Hmm. Donc, je sais que ça va vite, il y a beaucoup de résultats, mais influence sociale n'est pas sortie dans les facilitants, elle est juste sortie dans les barrières. Puis là, oui, quand je vous en ai parlé, je vous ai parlé des événements sociaux, mais je vous ai aussi parlé qu'il y a des gens qui ont reparlé de la famille puis du partenaire amoureux. Donc, bon, on se rappelle, c'est une étude exploratoire, blabla, mais c'est à se demander, est-ce que ça agit plus comme une barrière globalement que comme un facilitant chez nos participants? OK. Ah, super intéressant. Entre-temps, on a eu une question de Tommy Varin-Marion. Donc, la question est concernant la faiblesse de l'argument de l'éthique animale, est-ce qu'il s'agit d'un manque d'information ou d'une certaine insensibilité selon vous? Est-ce que vous aviez des questions dans votre démarche pour sonder cet aspect? Fait que, en fait, je pense que la question s'adresse à un ou à l'autre, là. Euh, Ben, Amélie, vas-y pour ta réponse étudiée, puis moi, je dirais ce que j'ai vu dans le métier. bonne note, ça. Oui, attends, excuse-moi. La question, c'était la faiblesse de Oui, l'argument de l'éthique animale. C'était quoi le reste, pardon? donc, c'est concernant cet aspect-là, est-ce que vous pensez que, selon vous, s'agit d'un manque d'information ou est-ce que c'est une certaine insensibilité que les gens ont face à l'éthique animale? Et après ça, ils demandent est-ce que vous aviez des questions dans votre démarche pour sonder cet aspect? Oui, bien, c'est sûr que on a utilisé la théorie du comportement planifié dans notre démarche, puis c'est peut-être pas nécessairement la théorie la plus adaptée pour des comportements altruistes. Donc, d'un niveau théorique, il y a une possibilité là. Euh, mais sinon, c'est une bonne question pour l'insensibilité, ça se peut. Puis ça, il faudrait continuer les analyses, parce que dans le sens, non, on n'a pas sondé directement cette question-là dans ce questionnaire, mais dans la deuxième étude qu'on est en train d'analyser, puis là, je vous dis, on n'a pas encore analysé cette question-là, mais on étudie entre autres l'attachement à la viande. Et l'attachement à la viande s'étudie en faisant un score de différents items. Tu sais, les gens, à quel point ils sont en accord avec différentes choses. Puis il y en a certains là-dedans que c'est comme, là, je me souviens plus, là, mais dans les lignes de comme la souffrance des animaux, ça me dérange. C'est quelque chose de genre. Puis il y en a qui pourraient marquer pas vraiment. Puis dans la littérature, on le voit qu'il y en a qui sont moins sensibles. Fait que c'est une possibilité qu'il y en a que c'est juste moins important pour eux. Vous pensez que c'est le fait que les gens ont moins d'exposition graphique, justement, c'est quoi qui se passe derrière, mettons, derrière les portes des abattoirs, ou c'est vraiment les gens n'ont vraiment rien à faire? Ben, c'est que là, peut-être que Anne, elle va pouvoir Oui, jumper. oui, ben, je peux Merci, élargir ma question à Anne. merci de me couper. Hey, je me mordais, j'étais comme moi, j'ai envie de répondre à cette question. Mais Fait ça, que, Excuse-moi. selon, selon ce que j'ai dit, parce que moi, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Mais c'est ça, c'est une forme de mentalité qui s'appelle le carnisme, le spécisme, pardon, le spécisme. Fait que d'une part, c'est qu'il y a pour certaines espèces, comme là, moi, j'ai un chat à côté de moi, mais ça, si je me faisais des brochettes de chat, là, croyez-moi que le quartier serait après moi. Mais quand il est question de d'autres types d'animaux, ben là, c'est différent. Puis pourquoi? Moi, j'avais lu des papiers, là, j'ai rouvert mon mémoire, mais de Adams puis Akari aussi. Elle parle d'un référent absent du discours occidental. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que, comme tu le précises, Victor, la mort de l'animal est complètement effacée de nos discours. Fait qu'est-ce que tu vas voir sur la table? Est-ce que tu vas voir, excusez-moi, là, mais est-ce que tu vas voir un morceau de cochon mort? Ben non, tu vas voir, bon, là, je suis pas bonne dans les pièces de viande, là, un médaillon, mettons. Tiens, j'allais dire un filet, mais ça, c'est pas la même chose. Fait que c'est ça, tu sais, un médaillon. Fait que c'est beaucoup plus, tu sais, plus joyeux, fait que plus accepté. Fait que on dit qu'on omet de préciser la mort de l'animal. Euh,
Ce qui fait en sorte que la mort est complètement absente. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas du référent. Puis là, elle parle aussi du fait que c'est rendu vraiment une doctrine systémique dominante et répandue dans la société occidentale. Fait que ça a tellement été normalisé comme idéologie que ben, pour nous, maintenant, ça a du sens. Fait que tout le monde trouve ça normal. Fait que c'est considéré dans la norme sociale, ce qui fait en sorte qu'on perpétue cette idéologie carniste dominante-là. Fait que c'est rendu comme normalisé, banalisé. Puis comme le dit Victor aussi, faut-il le préciser, est-ce que quelqu'un a déjà vu un abattoir? Ben absolument pas, parce que les abattoirs sont loin, c'est difficile de rentrer à l'intérieur. Fait que, tu sais, j'avais déjà lu ça là, sur Internet, là, ça c'est pas dans mes recherches scientifiques, mais si les murs des abattoirs étaient en verre, ben potentiellement qu'il y aurait peut-être moins de gens qui mangeraient, mais ça c'est une pure supposition. Fait que, Mhm. bon quand même, hein, ça éclaire un peu. Ouais. OK. Oui, vraiment, vraiment, c'est super intéressant comme perspective. Puis j'ai le goût de comme poursuivre un peu la question. Mais juste avant, pendant le webinaire, on a une participante dans l'audience, Anne-Marie Roy. Tu avais levé ta main, puis après ça, tu es parti. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si tu étais intéressé à poser une question. Je la mets on the spot comme ça, là. Euh, je vais lui donner le temps. En attendant, oui, concernant, tu disais justement que dans notre société, c'est hyper banalisé tout ce qui est justement la viande, puis le fait que ça provient en fait d'un animal. Est-ce que, selon toi, il y a des cultures à travers le monde qui te viennent en tête qui ne banalisent pas ce, ce, ce lien-là? Ah, ben oui. Les communautés Ouais. autochtones. Là, je veux pas faire une quelconque appropriation, mais tu sais, pour ce que j'ai étudié là, dans le cadre d'un projet de stage de maîtrise, au contraire, tu sais, c'est ça, la mort de l'animal est vraiment comme, je dirais pas célébrer, mais tu sais, comme on honore l'animal qui nous permet de survivre durant l'année. Tu sais, je peux penser avant que le caribou soit malheureusement menacé, mais tu sais, c'était vraiment honoré, tu sais, puis il y avait le maître caribou, là, Papa Cacique, qui était, tu sais, honoré à tout le moins dans la culture Innu. Puis, tu sais, fait que ça vient vraiment, à mon avis, on est loin de la banalisation parce qu'ils savent le sacrifice de l'animal qui leur permet de se nourrir. Puis déjà, quand on voit l'animal, quand on tue l'animal, qu'on dépaisse l'animal, puis qu'ensuite on le consomme, déjà, il y a une conscience, à mon avis, qui est plus marquée. Mhm. Fait que tout est plus dans le respect justement de l'animal qui finit pas dans notre assiette. Ben, à mon avis, parce que, tu sais, on peut penser, il y a peut-être des enfants, tu sais, par exemple, qu'à l'épicerie, ils sont pas nécessairement conscients, tu sais, ils voient la viande qui est là, puis ils pensent pas. Fait que c'est ça, c'est qu'on est tellement loin de la réalité de l'animal tué que, ben, c'est ça, mais en fait, on tend à l'oublier. Ouais, j'essaie de me rappeler quand j'étais enfant, je pense pas que je faisais ce lien-là. Là. Mais c'est ça. Euh, donc Anne-Marie Roy m'a répondu, c'était bel et bien une erreur pour la main levée tout à l'heure. On aurait le temps encore pour peut-être une dernière question. Moi, j'en ai de mon côté. Si jamais dans l'audience vous en avez, là, n'hésitez pas, je vais vous laisser priorité. Mais j'avais noté une question pour Anne. Dans ta présentation, tu parlais de la motivation autodéterminée. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en guillemets, c'est comme un peu comment faire pour que la motivation de quelqu'un à vouloir diminuer sa consommation de viande rouge vienne de eux-mêmes, tu sais? C'est tout un processus, là. Ouais. Ben là, là c'est ça, c'est parce que j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'était juste de dire que quand la motivation est intrinsèque par rapport à quand elle est extrinsèque, mais t'es plus à même de le faire. Fait que je sais pas, mettons quelqu'un qui veut pas changer sa consommation de viande, ben si la motivation vient de l'extérieur, fait quelqu'un qui essaie de le convaincre, tant qu'il va pas intégrer ça en lui, tu sais, fait que bien comprendre pourquoi il le fait, puis qu'il soit intéressé à ça, ben tant qu'il l'intégrera pas, ben il va être beaucoup moins à même d'effectuer le changement de comportement. Puis c'est vrai, là, celui-là, j'ai trouvé difficile, là, mais bon, j'ai présenté 4 modèles. Puis c'est définitivement un bon, c'est ça, un bon indicateur, là. Fait que ta motivation personnelle, intégrée, je dirais. Ouais. Ah Intérêt. bon. Oh, Vas-y, vas-y. oh, excuse-moi. T'as-tu fini? Non, mais j'allais juste dire que, à savoir pourquoi il y en a que naturellement, on dirait que la motivation intrinsèque est plus là. Ça, je sais pas, par exemple.
Ouais, mais je trouve que ça me fait penser à d'où l'intérêt de s'intéresser à c'est quoi qui résonne chez les personnes. Tu sais, de comprendre, tu sais, au lieu d'essayer, par exemple, pour moi, la santé, c'est peut-être super important, l'environnement, c'est peut-être super important, puis là, je vais essayer d'utiliser ces arguments-là pour convaincre les autres. Mais en communication, marketing, on sait que c'est pas tout à fait la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, ce serait de savoir eux ce qu'ils trouvent important, puis de trouver comment on peut ficeler notre stratégie autour de ce qui importe pour eux, dans le fond, pas changer les valeurs, puis tout ça, je veux dire, c'est un méchant défi, là. Fait que des Mhm. fois, peut-être ça donne que c'est plus économique. Peut-être que l'argument économique, ça va résonner plus chez certaines personnes. Fait que, tu Mhm. sais, de regarder ça, ça peut être très aidant. Je veux juste rebondir puis dire qu'en conclusion, quand moi j'écoutais Amélie parler tantôt, c'est super intéressant. Puis il y avait beaucoup de nos éléments qui se recoupaient. Puis ce que j'aimerais dire, c'est que le comportement humain, c'est ça, c'est vraiment multifactoriel. Puis donc, les différentes approches, ben, c'est pour ça que c'est pertinent de les adapter en fonction du public. Puis tantôt, tu parlais d'adapter son discours parce que là, comme tu le précises, c'est des préoccupations de santé. Fait en tout cas, moi, je trouve que ça vient encore plus faire du pouce sur le fait que c'est pas vrai qu'une campagne de sensibilisation large va toucher tout le monde. Fait que je trouve qu'il faut affiner plus, puis vraiment essayer de. Mais c'est ça, de garder ça en tête, multifactoriel. Il y a beaucoup de choses en environnement qui sont multifactorielles, mais ça en fait partie. Ouais, ça fait partie de la game. Écoutez, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, d'abord, j'aimerais vraiment remercier tout le monde qui ont été, qui ont participé, qui étaient dans l'audience. Et merci, bien évidemment, à Anne Everett et Amélie Loisel. Vos présentations étaient incroyables et je trouvais que vous aviez justement une belle synergie dans vos sujets. Je vais juste faire un petit point vite comique, là. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous mangiez à dîner, puis on a eu quelques réponses. Donc, on a pancake au tofu mou, une soupe ramen, un pâté chinois aux lentilles tofu, une tourtière végane et un dalle de lentilles corail au lait de coco. Euh, Personnellement, le dernier m'intéresse beaucoup. Je vais aller faire des recherches sur comment faire ça. Euh, Merci vraiment tout le monde d'avoir été parmi nous. On se donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui devrait être dans environ 2 mois. Donc, surveillez nos médias sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et définitivement, inscrivez-vous à notre infolettre en visitant notre site web transitionalimentaire.org. Vous allez avoir toutes les informations concernant nos événements à venir. Si vous souhaitez vous impliquer avec nous, contactez-nous. Si vous appréciez ce genre de contenu, je vous invite à devenir membre de TATQ pour 10 $ par année et de même à bonifier votre membership par un don. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi tout le monde et à très bientôt. Salut! Merci à notre animateur, Yes, ça fait plaisir. tout le monde. Bye.